Bonjour tout le monde, 18 centimes en moins à la pompe dès aujourd'hui et jusqu'à fin juillet. La Moselle en vigilance jaune pour la neige en ce début d'avril. Eh bien je vous assure, ce ne sont pas des blagues. Pour le reste de l'actualité, voici les titres. Mauvaise nouvelle, des études ont montré un affaissement du casino de Sarreguemines. Des travaux vont être menés en urgence et plusieurs solutions se profilent pour sauver ce patrimoine. Un boîtier à connecter sur votre voiture pour réduire votre consommation de carburant, c'est possible avec une invention bientôt brevetée et qui a été créée par un Sarregueminois. Après la fermeture de la centrale à charbon de Carlin, c'est une annonce surprenante. Le musée de la mine de Petite-Rosselle va rouvrir le puits Wendel 3. L'objectif, produire de l'énergie de manière plus autonome. Le Land de Sarre est en phase test pour l'Allemagne. La coalition Scholz souhaite légaliser le cannabis pour tous. Pendant un an, les Sarrois pourront en consommer et en transporter légalement. Les travailleurs frontaliers sont également concernés. Et notre invité du jour vous est certainement familier. Il s'agit de Francis Hofmann, directeur de notre chaîne. Mais c'est sous une autre casquette que nous l'accueillons sur le plateau. À quelques semaines des législatives, il annonce enfin sa candidature. On parlera de ce choix et de son programme. Bonjour Francis. Bonjour Irani. Mais avant, retour plutôt dans la matinée où le ciel de Wolminster s'est illuminé d'étranges lueurs. D'abord identifié par les autorités comme simple effet météorologique, le phénomène au fil des heures s'est vite révélé être plus important qu'il n'y paraît pour prendre des origines qui pourraient être extraordinaires. Thibaut, tu es sur place, dis-nous tout. Effectivement, alors depuis très tôt ce matin, les habitants de Wolminster et de tout le Beecherland observent cet étrange objet dans le ciel. Alors l'objet en question est cylindrique, je ne peux pas donner exactement sa taille, mais il mesure environ une centaine de mètres. Voilà plusieurs heures qu'il flotte dans le ciel sans émettre le moindre bruit, chose qui est assez perturbante. Alors ici bien sûr le mot que tout le monde a à l'esprit c'est OVNI, même si l'on a envie d'y croire, pour l'instant on ne peut pas confirmer l'origine spatiale de l'engin. C'est incroyable. Alors comment ça se passe sur place? La population a réagi comment? Petit à petit, les gens s'amassent pour observer l'étrange objet. Ils prennent des photos, certains conversent entre eux, se posent des questions. Mais globalement, l'ambiance ici est sereine et à l'heure qu'il est, nous attendons tous d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux engin. Nous aussi sur ce plateau, on trépigne d'impatience pour en savoir davantage. En attendant d'avoir de tes nouvelles, on continue la suite de notre émission. À l'ère où nous parlons d'énergie verte et au lendemain de la fermeture de l'unité charbon à Carlin, c'est une annonce qui surprend. En plein cœur du musée de la mine de Petite-Rosselle, le puits Wendel 3 doit reprendre du service. En effet, il a été décidé de rouvrir cette mine à charbon, d'abord en phase test. L'objectif, retrouver un peu d'autonomie énergétique face à la Russie. Plus d'explications dans ce reportage. C'est une époque que le bassin houiller n'aurait jamais pensé revivre, en raison des problèmes d'énergie et d'approvisionnement en gaz qui vont se poser dans les mois prochains en raison de la guerre en Ukraine, ainsi que l'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires en France. Le gouvernement a pris la décision de rouvrir prochainement les houillères, dont le dernier puits a fermé en 2004. En fait, c'est une décision gouvernementale. Je pense qu'à l'heure actuelle, et quand on voit un peu toutes les études qui ont été faites sur tout ce qui est énergie dans les années à venir, nous n'avons pas le choix. Donc il y a un certain nombre de pistes, naturellement, sans vouloir rentrer dans des polémiques nucléaires, pas nucléaires, charbon ou autre chose. Je pense qu'on n'a pas le choix. Une décision qui découle également de la prolongation de l'ouverture de la centrale Émile Huchet, sollicitée déjà cet hiver pour augmenter la production d'électricité du pays. Aujourd'hui, un de nos quotidiens titre « Le charbon à la rescousse ». La problématique, c'est que cette centrale de Saint-Avold, elle fonctionnait avec du charbon russe. Il est clair que si nous devons la réouvrir l'hiver prochain, elle ne pourra pas fonctionner avec du charbon russe. Donc je pense qu'on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on passe par là, et donc on va réouvrir les mines de charbon. C'est le puits Wendel 3 sur le site du musée de la mine qui a été choisi pour une première phase de test. Il s'agit en effet du puits le plus récent du site de Petite-Rosselle. Du côté de l'équipe du musée, la décision a évidemment créé la surprise. Nous n'avions pas imaginé, en tout cas je ne l'avais pas imaginé avec mon arrivée ici il y a à peu près un an maintenant, d'être confronté à la réouverture du puits du Wendel 3.
mais visiblement la décision a été prise de lancer plus que les études, de rentrer très rapidement dans une phase préopérationnelle. Vous pourrez le voir à l'extérieur au travers des travaux qui sont déjà en cours sur le faisceau de voie ferrée, pour remettre à niveau effectivement toute la logistique transport suite à la réouverture du puits. Nous devrions très rapidement commencer par des opérations de pompage pour vider le puits et permettre un accès très rapide aux installations, après avoir bien évidemment rénové la cage d'ascenseur qui permettra dans un premier temps un sondage et une revision du fond pour qu'ensuite on puisse très rapidement enclencher des équipes pour aller chercher le charbon où il se trouve encore aujourd'hui. Que les visiteurs ne s'inquiètent pas, la reprise de l'exploitation n'aura que peu d'incidence sur le fonctionnement du musée qui continuera à peu de choses près son activité. Ça ne touche pas aux infrastructures du musée, on a plutôt l'idée de continuer à mettre en valeur Wendel 1 et Wendel 2 et le puits Villemain qui reste le puits emblématique. Bien évidemment, ça ne changera strictement rien pour nos installations puisqu'on imagine que ces opérations pour remonter le charbon ne seront que momentanées et certainement pour alimenter principalement la centrale du Chet qui devrait, comme vous l'avez entendu ce matin, reprendre certainement du service l'année prochaine avec une toute petite équipe. Se pose maintenant la question de la main-d'œuvre. Une fois en poste, les futurs mineurs seront encadrés et formés par des formateurs de choix, les anciens mineurs du carreau Wendel eux-mêmes, comme Patrick Zimmermann qui était à leur place il y a une vingtaine d'années. Comme je suis déjà guide au musée de la mine, ça me fait très plaisir d'apprendre aux jeunes ce qui était ma carrière, en leur montrant un peu ce que j'ai fait pendant ces 21 ans au fond, surtout les galeries et bien sûr les chantiers en platteur. Au fond, on était accompagnés de formateurs pendant 6 mois avant de nous mettre dans des équipes. Et ben là, on va faire exactement la même chose. On va bisuter les gosses à un certain moment et après on va les remettre dans les équipes. On va commencer tout doucement, à les former tout doucement, avec d'abord la théorie et après la pratique. C'est sûrement un très bon impact sur le territoire, étant donné que dans la mesure où effectivement nous allons réouvrir un puits, pour commencer, il y en aura peut-être d'autres après, et automatiquement il y aura de l'embauche et à partir de ce moment-là, ça aura un impact direct sur notre population et sur l'économie du territoire. Le projet ne devrait pas voir le jour avant 2024, mais les candidatures pour les différents postes à pourvoir sont d'ores et déjà lancées. Pour postuler, une seule adresse, houillère2022@gmail.com. Une occasion unique pour les jeunes demandeurs d'emploi du bassin houillé de marcher dans les traces de leurs aïeux. Et à Sarreguemines, du changement se profile et le visage de la ville pourrait être bouleversé. En effet, plusieurs études ont montré que le casino des faïenceries s'affaisse et pourrait potentiellement s'effondrer avec le temps. Des travaux d'urgence ont été lancés et plusieurs solutions s'offrent à la ville pour sauver ce patrimoine. Les explications de Thomas Drouin. C'est toute la face du centre-ville de Sarreguemines qui en sera changée. La sécheresse fait aussi des dégâts sur les bâtiments publics. C'est le casino des faïenceries qui est aujourd'hui touché. La situation est particulièrement grave pour ce bâtiment emblématique de la ville. Suite à un phénomène de sécheresse, le bâtiment s'est tassé et avec la canalisation de la Sarre, on n'arrive plus à alimenter les berges, ce qui fait que toute la colline subit un mouvement descendant. Et ça met en péril le bâtiment. Un péril bien visible lorsque l'on passe devant le casino. Il penche dangereusement, comme le montrent ces images. Plusieurs solutions sont néanmoins possibles pour sauvegarder le bâtiment. On a des solutions qui seraient de reprendre le bâtiment en sous-œuvre pour le soulever avec des vérins. On a une solution qui serait compte tenu de l'urgence de la dégradation, de le démolir et de le reconstruire à l'identique sur un autre site. Ou alors une solution, mais qui est déjà un peu plus onéreuse, ça serait de le démonter élément par élément et de le remonter un peu comme à Souran. Du côté de la municipalité, le maire lui-même doit se faire à l'idée de ne plus avoir le casino des faïenceries en vis-à-vis de son bureau. Le fait de voir cette image disparaître me remplit bien sûr de tristesse. C'est désormais le branle-bas de combat pour trouver les financements qui permettront de sauver cette pièce maîtresse du patrimoine sarregueminois.
Alors l'une des idées réfléchies actuellement, évidemment, c'est de faire entrer tout cela dans la réflexion sur le périmètre de la ZAC des faïenceries, à un endroit un petit peu plus éloigné du cours d'eau pour qu'il y ait moins de mouvements de terrain. Cet endroit-là, qui n'est pas urbanisé à l'heure actuelle, pourrait permettre la reconstruction du casino. Néanmoins, cela nécessiterait des travaux de dépollution du site. Vu l'urgence de la situation, d'autres lieux d'accueil pour ce bâtiment sont à l'étude. Il y a bien sûr d'autres lieux qui vont être étudiés, notamment au niveau du centre-ville. Vous l'avez entendu en réunion tout à l'heure. Le pavillon de Guéguerre, lui aussi, devra déménager pour les mêmes raisons. Mais il est beaucoup plus fragile et il pourrait ne pas survivre à une déconstruction-reconstruction. Pour le sauver, les architectes n'ont pas le choix. La seule solution, c'est de le transporter par hélicoptère. C'est-à-dire que dans un premier temps, il convient de l'emballer un peu comme une caisse, en le séparant en deux parties, la partie de la tour et du bâtiment principal, de façon à pouvoir les reconsolider ensemble et de le transporter sur un autre site. Une technique est déjà utilisée à moindre échelle pour l'installation des statues au sommet de l'ancien hôpital. Un déplacement hors norme mais nécessaire afin de ne pas voir le casino des faïenceries s'effondrer et rejoindre les poissons dans le lit de la Sarre. La commune de Rallin, quant à elle, pourrait bien perdre une lettre dans son nom. C'est la lettre H qui pose souci d'après un travail de recherche du service départemental d'archives et du conseil départemental. En effet, la commune s'écrivait sans H jusqu'à l'annexion et avait été rajoutée pour germaniser le nom. Une commission a donc tranché. Rallin devrait s'écrire sans cette lettre dorénavant. Ah, et on me prévient dans l'oreillette que la situation a évolué dans le Pays de Bitche. Quelque chose vient de se produire. Est-ce que Thibaut, tu m'entends ? Oui, quelque chose de surréaliste vient de se produire il y a une dizaine de minutes. Un humanoïde est apparu dans le champ derrière moi dans un faisceau lumineux, une lumière très forte, très dense, avant de se diriger vers un groupe qui observait l'OVNI dans le ciel. Alors, c'est très dur d'approcher le personnage qui privilégie le contact avec la population plutôt qu'avec la caméra, mais nous avons quand même réussi à récolter quelques informations. Il s'agit bien d'un extraterrestre originaire d'une planète qui se nomme Encelade. Il s'agit en fait d'un satellite de Saturne et fait amusant, l'alien est ici pour visiter le Beacherland. D'un côté, il ne pouvait pas choisir meilleure destination ici. Bon, trop de questions me viennent à l'esprit, Thibaut. Alors, une seule comme ça. Comment s'est passée la prise de contact avec la population ? Alors la prise de contact avec la population s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Un échange de cadeaux a même eu lieu entre le petit homme vert et les habitants. Le premier contact humain-alien a donc eu lieu ici à Volmaster, un nom qui désormais restera gravé dans l'histoire. C'est assez dingue comme événement. Merci beaucoup Thibaut. On n'y manquera pas d'y revenir. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le gouvernement lance aujourd'hui sa campagne de remise de 18 centimes par litre pour l'essence qui a atteint des prix historiques ces dernières semaines. Mais nous avons peut-être la solution pour vous afin de réduire la facture à la pompe en y allant moins souvent. Face aux augmentations de prix, Raoul, un Sarregueminois, a développé un boîtier révolutionnaire pour réduire sa consommation de carburant. Explication dans ce reportage. Le prix de l'essence flambe, mais le réservoir, lui, reste intact. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix à la pompe ont atteint des niveaux historiques. Plus de 2 € pour le gasoil et le diesel, du jamais vu. Les automobilistes continuent de faire leur plein pour se déplacer, mais la facture devient de plus en plus salée. Le Sarregueminois Raoul a trouvé la solution. Pendant le confinement, il a pris des cours afin de développer un boîtier un peu particulier. J'ai profité du premier confinement pour faire une VAE et donc j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur automobile et à l'issue, l'activité professionnelle, mon activité professionnelle était quand même réduite, donc j'ai profité de ce temps-là pour faire cette VAE là et ensuite j'ai suivi des cours par correspondance au MIT aux États-Unis et donc je suis aujourd'hui diplômé en ingénierie automobile. Grâce à son boîtier révolutionnaire, les passages à la pompe vont s'espacer de plus en plus. Raoul travaille sur ce projet depuis de longues années et il a fini par porter ses fruits. Alors le concept en 2 mots, un moteur thermique, que ce soit gasoil ou essence, fonctionne avec un mélange air-essence et avec mon concept on rajoute air-essence plus la solution un petit peu magique. Et les résultats que l'on a fait là qui datent depuis maintenant 1 an, on arrive à des consommations moyennes inférieures à 2 litres. Et c'est grâce à ce petit boîtier que la magie opère. Pour l'instant, c'est encore un prototype, mais Raoul teste déjà cette technologie sur sa voiture personnelle.
Venir se placer tout simplement entre le réservoir d'essence et le moteur, et ce boîtier électronique qui va être couplé avec un réservoir va calculer le mélange de la solution miracle qu'il doit injecter en plus de l'air et de l'essence pour permettre au moteur de fonctionner normalement. Raoul a fait le plein de sa voiture il y a plus d'une semaine. Il a parcouru plus de 500 km et le niveau du réservoir n'a pas bougé. Ça prouve bien l'efficacité du concept. Pour le moment, le boîtier n'est pas encore en vente. Raoul a déposé le brevet, il est en cours de validation. Le prix exact reste encore à définir, mais le boîtier devrait coûter dans les 200 000 €. Il devrait être commercialisé d'ici l'année prochaine et vous pourrez le retrouver dans tous les garages de Sarreguemines et alentours. En France comme en Allemagne, la légalisation du cannabis fait couler beaucoup d'encre. Chez nos voisins allemands, le gouvernement souhaite mettre en vente le cannabis récréatif pour les adultes d'ici 2024. Mais la coalition Scholz a en tête une légalisation accessible à tous. Alors depuis lundi, le Land de Sarre a été désigné région test pour une durée d'1 an. Les Sarrois peuvent donc consommer et transporter du cannabis légalement. Et les travailleurs frontaliers sont également concernés. Reportage. Allô, comité des frontaliers, Crêpe Subert à l'appareil. Monsieur Rodriguez, oui. Vous souhaitez adhérer au comité? Le téléphone n'arrête pas de sonner au comité de défense des travailleurs frontaliers. Pour une raison simple, depuis lundi, la Sarre a été désignée par le gouvernement allemand comme Landtest pour sa nouvelle campagne de légalisation du cannabis. C'est connu, la coalition Scholz a pour projet de mettre en circulation le cannabis récréatif d'ici 2024. Il s'agit ici d'une phase d'expérimentation accessible à tous. La Sarre autorise donc ses habitants à consommer et à transporter cette drogue en toute légalité. Les travailleurs frontaliers peuvent aussi en profiter. Ils doivent seulement prouver qu'ils travaillent bien en Allemagne. Ils sont à la recherche du Saint Graal, la carte de membre. D'abord, on était tout à fait surpris. J'étais à la permanence hier matin par le nombre de coups de fil de personnes qui voulaient adhérer au comité. C'est du jamais vu. Alors on s'est un peu renseigné et c'est effectivement suite à cette loi concernant la vente libre du cannabis. En plus de rendre légal le cannabis, le gouvernement a décidé de plafonner les prix avec sa campagne Cannabis zum Standardpreis. Le gramme sera vendu à 6 € environ, un prix beaucoup moins cher que sur le marché habituel, avec un seuil à ne pas dépasser, 15 grammes par personne et par mois. D'après les gens, enfin nous on connaissait juste là, on savait qu'il y a quelque chose qui était en cours, mais les gens maintenant ils assimilent ça comme la vente des cigarettes. Donc par famille entière, ils souhaitent adhérer pour pouvoir en acheter le plus possible et passer la frontière, enfin passer l'ex-frontière comme ça en toute impunité. Pour marquer le coup, l'association a changé de logo en soutien à cette nouvelle loi. À ce jour, plus de 13 000 personnes sont adhérentes au comité. L'association prévoit d'accueillir d'ici peu plus de 500 nouveaux membres. Pour rappel, la phase test dans le Land de la Sarre devrait prendre fin en mars 2023. Allez, on marque une courte pause pour les prévisions météo et puis juste après, on donnera la parole à Francis Hoffman, un candidat de plus aux législatives. À tout de suite. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, pour cette météo du 1er avril, j'ai de bonnes nouvelles. L'hiver est finalement terminé et dès demain, c'est le retour de l'été avec des températures bien au-delà des normales pour la saison et un ciel à nouveau complètement dégagé. Évidemment, je plaisante, mais la vérité ne ressemble pas moins à une blague. En vérité, on continue la fin de semaine sous les nuages, la pluie et même la neige qui est attendue dès le début de journée. Les températures dégringolent avec un retour aux températures négatives. Il fera 4 degrés au maximum de la journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Sandrines. Et oui, ne m'oubliez pas. Et il fera jour de 7h10 à 20h07. Passez tous un très bon week-end et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est bientôt Pâques, le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bockel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Pour les petits ou les plus grands, Jacques Bockel, 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin-Vendel.
Incroyable nouvelle, la Terre est plate. La ville de Sarreguemines vous propose une grande saison du plate et des langues pour la 24e édition du Miret de Plate. Le plate se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics. Au programme, de nombreuses animations, des spectacles, des rencontres et des ateliers. C'est parti pour une année sous le signe du chant des langues. Retrouvez le programme complet sur www.sarreguemines.fr. Pour gagner en autonomie, pour prévenir d'un risque de chute ou simplement pour un meilleur confort au quotidien, AVS Médical a la solution. Grâce à leurs 3 fonctions électriques et une large gamme d'accessoires, nos lits médicalisés répondent à toutes vos exigences. Disponibles dans vos magasins, sur rendez-vous et sur devis. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Nouveau chez le Roi des Vins, la cloche. Découvrez une très large gamme de fromages et de charcuteries tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, le Roi des Vins à Stirin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. Comme promis, on retrouve notre invité du jour pour parler politique et élections législatives. Il nous dévoilera quelques-unes de ses priorités. Alors d'habitude, Francis, on a l'habitude de se tutoyer, mais aujourd'hui le vouvoiement sera de mise puisque vous faites désormais partie des candidats pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Alors déjà, en première question, pourquoi cette décision ? Je répondrai d'abord pourquoi cette date. J'ai choisi le 1er avril parce que c'est une date qui, tout au long de ma vie, tout au long de mon cheminement, m'a toujours porté chance. Voilà, je voulais vraiment le faire aujourd'hui et je remercie d'ailleurs la chaîne locale de m'accueillir dans ses locaux. Alors, pourquoi ? Parce que prochainement, je vais partir à la retraite. Donc, je suis quelqu'un de très actif déjà depuis mes 18 ans. C'est l'époque où j'ai quitté le lycée technique de Sarreguemines pour aller travailler pendant 3 ans en Allemagne. Je spreche sehr gut Deutsch. Et puis je suis parti travailler 22 ans au Houillères du bassin de Lorraine, dans les mines. Donc j'étais 15 ans complètement au fond. Puis cette année où j'étais en alternance au fond et au jour. Et puis après, je suis devenu directeur d'une chaîne de télévision locale, d'abord sur le Pays des Beach, puis après à Sarreguemines. Ça veut dire que la politique, elle s'est imposée finalement à vous. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que j'ai vraiment les pieds, je voulais dire pourquoi ma candidature, j'ai vraiment les pieds bien installés ici, bien profondément dans les racines de cette région. Et je suis aussi une personne sincère, passionnée, je veux dire... J'adore la vie locale et c'est donc tout naturellement que j'ai choisi d'être candidat à ces législatives, mais aussi candidat avec un slogan qui est pour le retour du bon sens, un bon sens qui souvent manque dans les décisions qui sont prises. Justement, ça sera le fil conducteur aussi, on expliquera un petit peu ce slogan, mais vous étiez déjà impliqué dans le monde politique, déjà un pied dedans ? Oui, j'étais adjoint au maire dans les années 90. De la commune de Étain à l'époque. Et j'étais d'ailleurs au conseil municipal pendant 2 mandats. Alors est-ce que vous avez un programme déjà en particulier ? Bon, j'avoue que le programme est encore en cours d'élaboration, mais il y a quelques idées fortes qui s'en dégagent, notamment dans le domaine économique. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on en revienne à vendre et à consommer du local. Alors quand on analyse un tout petit peu ce qui s'est passé sur les 40 dernières années, on a développé le commerce en périphérie des villes. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça a vidé les centres-villes. Aujourd'hui, on le regrette. Mais pas seulement les centres-villes, mais aussi les villages. Alors moi, j'habite un village, celui de Étain. On avait une épicerie, on avait un boucher, on avait un boulanger qui passait, lui, en mobile. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc nous sommes allés consommer aussi en périphérie des villes, donc avec tous les déplacements que cela suppose. Et je pense aujourd'hui, il faut absolument revenir pour reconcentrer des commerces dans les communes. Et après, il y a aussi un deuxième point qui me tient vraiment à cœur, c'est l'idée d'un travail pour tous. Alors moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis sorti du lycée technique,
j'ai appris un métier. Et ce métier m'a malgré tout permis de cheminer, de changer plusieurs fois de voie. Alors ce que je voudrais dire aux jeunes, parce qu'on le sait, quand on fait des micro-trottoirs, ils ont tous des métiers passion qu'ils voudraient faire. Alors que moi je pense qu'il faut aller là où il y a du travail. Et aujourd'hui, il existe encore quelques travaux pénibles, mais globalement, tout s'est quand même beaucoup amélioré. Donc le travail pour tous. Je discutais hier avec un chef d'entreprise, il dit j'ai un tas de boulot et je n'arrive pas à recruter. Et je trouve ça malheureux qu'il n'y ait pas... voilà, c'est global sur différents secteurs. Est-ce qu'il y aura une étiquette, vous serez sous une étiquette particulière politique? Non, je pense qu'on se connaît suffisamment, Uranie, pour que... Tu sais, je dois quand même de poser la question. Je suis quelqu'un de très modéré et je n'ai jamais appartenu à quelqu'un et je ne le ferai pas. Donc je veux rester libre et je reste le candidat du bon sens. Donc aucun parti. Ça veut dire quoi, bon sens finalement? Est-ce que c'est pas propre à chacun? Je pense qu'on ne met pas assez de bon sens dans les choses. On a récemment vu que l'État a recours à un tas de cabinets pour analyser les problèmes et tout ça, pour trouver des solutions. On le fait aussi localement. Il y a des choses qui tout naturellement s'imposent et on crée des grands groupes de réflexion et tout ça. Je pense que le bon sens, souvent, doit s'imposer tout naturellement, tout simplement, et il va nous guider vers, je pense, vers une vie nettement plus intéressante. Alors si on peut peut-être rentrer un peu plus dans les priorités de votre programme, ceux qui vous connaissent savent que vous appréciez tout particulièrement le vélo. La mobilité douce sera-t-elle une priorité pour vous ? La mobilité douce sera une priorité. Alors je réfléchis beaucoup à cela parce que d'abord le covoiturage. Le covoiturage, moi je l'ai connu. Je connaissais encore l'époque où ma mère, elle appelait ses frères ou sœurs. Est-ce que quelqu'un va en ville? Est-ce que quelqu'un peut m'emmener? On n'avait pas de voiture à l'époque. Donc le covoiturage a été inventé, on va dire, à l'époque. Moi, quand je travaillais en Allemagne, on covoiturait. Donc aujourd'hui, il revient, mais il faut qu'il revienne de façon beaucoup plus poussée encore. Donc le covoiturage, c'est absolument important. Et après, je dirais qu'il y a aussi... Concernant le vélo, par exemple, puisque c'était aussi l'objet de cette question, par exemple, hier, David, en chronique politique, nous a parlé d'un projet dans le Beacherland à hauteur de 8,4 millions pour les pistes cyclables, dans un aspect peut-être plus touristique. Est-ce que ce projet-là serait porteur, d'après vous? Ce projet, il est intéressant sur un plan touristique. Mais est-ce qu'il va permettre aux gens d'aller au travail à vélo, à trottinette ou à pied, ou est-ce qu'il faut quand même continuer à emprunter les routes classiques? À ce sujet, je tiens simplement à... J'ai observé un tout petit peu ce qui s'est passé à Étinck, à Lausen, à Rennes, Singlin récemment, et Montbronn à l'heure actuelle. Ils sont en train de refaire des chaussées dans les villages. Et on fait quoi? Si la route faisait 5 mètres ou 6 mètres, on continue à faire un macadam sur 6 mètres. Pourquoi ne pas consacrer 1,50 m qu'on rajouterait au trottoir? Donc ça créerait une belle bande de 2 mètres, 2,50 m, qui serait complètement réservée à la mobilité douce, donc trottinette, vélo, promeneur aussi, et aussi pour les personnes à mobilité réduite. Il faut que la route devienne un espace partagé. Quand on regarde, il y a des passages piétons dans les villages de tous les 300 mètres, mais personne ne va faire 200 mètres pour passer et revenir après. Je veux dire, on traverse la route tout naturellement, là où on a envie de la traverser. Donc réaménager les routes. Il faut que les routes, au moins dans les communes, dans les villes, ça devienne des espaces complètement partagés. Alors à l'échelle plus nationale, l'énergie est au cœur de toutes les discussions. On l'a vu dans un reportage tout à l'heure, le projet de réouverture du puits Vindel 3 au musée de la mine. Vous êtes un ancien mineur, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que ce projet vous parle ? Ce projet me parle. Bon, je sais que le travail à la mine est extrêmement pénible. D'ailleurs, on l'a vu dans le reportage. Il faut à nouveau former les gens. Je pense que je ne sais pas si c'est une mine de dressant, de platteur ou de semi-dressant. Si c'est dressant ou semi-dressant, je n'y suis pas très favorable pour des raisons de conditions de travail. Mais si c'est de l'exploitation platteur, je suis plutôt assez content qu'ils réouvrent une mine. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose encore à faire, notamment au niveau du gaz de schiste. Alors je sais que beaucoup de gens y sont opposés. J'ai discuté hier longuement avec quelqu'un d'Enedis. Alors ils disent... Ils ont l'ambition ou un projet d'acheter je ne sais pas combien de
de gaz de schiste qui proviendrait donc des États-Unis, qui serait transporté par bateau. Alors je trouve que c'est pas logique. On a le gaz ici dans notre sous-sol, alors exploitons-le. Alors sur un autre sujet, il y a quelques jours, vous avez reçu le prix Schwalm-Müller à Colmar pour l'engagement autour du Francique. Est-ce que la sauvegarde du patrimoine linguistique chez nous sera aussi une priorité dans votre programme ? Je pense que la sauvegarde de notre francique, de notre plate, je pense que ça reste une langue qu'on n'apprend pas à l'école. Il faut la sauvegarder absolument je pense qu'il y a beaucoup de manifestations culturelles qui font très bien le job dans ce sens. Je pense néanmoins que c'est une langue utile. Je parle avec ma mère en plate, avec mes frères et sœurs en plate, et je suis très content de pouvoir le faire. Néanmoins, il ne faut pas ignorer qu'il faut apprendre l'allemand aussi, que c'est très important dans notre région frontalière. Alors, est-ce que, pour terminer, vous avez quelques mots pour nos téléspectateurs Non, mais je voulais simplement leur dire, c'est peut-être étonnant de voir que je suis candidat maintenant. Moi-même, je ne pensais pas vouloir le faire. Je reste le candidat du bon sens. Je vais quelqu'un qui veut faire les choses avec réflexion. Je suis quelqu'un de très impliqué dans la vie locale. J'aime les gens, donc je les écoute. Et je pense qu'il y a énormément de belles choses à faire ensemble, et je serai le candidat de ceux qui voudront m'accorder leur confiance. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Francis, d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà la fin de notre émission. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end et surtout, surveillez vos arrières parce qu'aujourd'hui, une blague est vite arrivée. Belle journée à tous.